Un verre de vin se brisa contre le mur, silenciant la musique. Mais ce n'était pas le son qui terrifiait les 300 invités au festin d'hiver. C'était l'odeur, non de vin, mais de pure rage prédatrice. Alpha Kiran ne cria pas. Il ne changea pas. Il a simplement marché vers la porte de service, l'a délogé de ses gonds et apporté une fille gelée à moitié morte au milieu de la salle de bal. Quand il a levé les yeux saignants cramoisis, il a murmuré une phrase qui promettait un massacre. Qui a verrouillé la porte? Ceci est l'histoire de comment la meute de Silver Creek faillit mourir. Le vent hurlant à l'extérieur du manoir Silver Creek ne sonnait plus comme du vent. Il sonnait comme un animal mourant criant pour être laissé entrer. Il faisait 15 degrés, un blizzard du Colorado qui avait enterré les routes de service et transformé les pins environnants en fantômes blancs dentelés. À l'intérieur, cependant, l'air était épais avec l'odeur de venaison rôtie, de romarin et de parfum cher. Tessa Miller essuya une goutte de sueur de son front avec le dos de son poignet. La cuisine était un inferno chaotique. La vapeur s'élevait de marmites massives de bouillon bouillant et le tintement des casseroles en cuivre était assourdissant. En tant qu'oméga de bas rang, techniquement une femme de chambre non classée due à son manque d'un loup, Tessa était invisible. Elle avait 22 ans, avec des mains rugueuses par l'eau de Javel et des yeux de la couleur du ciment mouillé, habituellement baissés. Miller, la voix de Madame Garrick, craqua comme un fouet à travers les comptoirs en acier inoxydable. La gouvernante en chef était une femme corpulente, avec des cheveux teints d'un noir sévère et non naturel, et un ricanement permanent gravé dans ses bajoux. Les seaux à fente, maintenant les poubelles débordent, et je n'aurais pas le festin de l'alpha sentant la poubelle. Tessa fit une pause, équilibrant un plateau de flûte à champagne sale. Madame Garrick, la tempête, la porte de service a gelé fermée. Ne pouvons-nous pas attendre que le vent se calme? Madame Garrick s'approcha. Elle sentait la menthe poivrée éventée et la malice. Pensez-vous qu'Alpha Kiran se soucie du temps? Pensez-vous que ses invités, les dignitaires des pactes du Nord, puissent sentir des épluchures de légumes pourris pendant qu'ils dansent? Vous êtes ici pour servir, Miller. Si vous ne pouvez pas supporter un peu de froid, peut-être devriez-vous être éjecté de la meute entièrement. Dieu sait votre poids mort sans loup. C'était la même menace que toujours. Sans esprit de loup, Tessa était à peine considérée humaine dans la hiérarchie de la meute de Silver Creek. Elle était un cas de charité, autorisée à rester car ses parents étaient morts dans les guerres de meute. « Je le ferai », murmura Tessa. Elle saisit son fin manteau de laine gris du crochet. Il était usé au coude et offrait à peu près autant de protection qu'une serviette en papier. Elle traîna les 2 lourds sacs noirs de déchets de cuisine, ses muscles se tendant. La porte de service était située à l'arrière lointain du manoir, loin du faste de la salle de bal. Tessa dut donner un coup d'épaule à la porte métallique pour briser le seau de glace. Elle s'ouvrit avec un gémissement, aspirant instantanément la chaleur du couloir. Le froid la frappa comme un coup physique, coupant l'air de ses poumons. La neige ne tombait pas. Elle était poussée latéralement, tranchante comme des aiguilles. Tessa haleta, plissant les yeux contre les conditions de voile blanc. Elle traîna les sacs vers la benne, glissant sur la glace noire qui recouvrait le quai de chargement en béton. Ses doigts étaient déjà engourdis au moment où elle jeta les sacs dans le bac métallique. Frissonnant violemment, elle se retourna vers la porte, désespérée par la chaleur de la cuisine. Elle saisit la poignée. Elle ne tourna pas. Tessa fronça les sourcils, ses dents commençant à claquer. Elle tira plus fort, verrouillée. « Bonjour » cria-t-elle, sa voix emportée par le vent. Elle frappa sur le métal. « Madame Garrick, quelqu'un s'est verrouillé. » À l'intérieur, à travers l'épais acier renforcé, elle entendit le son faible et étouffé du pain dormant coulissant à fond. C'était un bruit lourd et délibéré. La panique, froide et acérée, piqua dans sa poitrine. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un avait lancé le verrou. « Ouvrez la porte » cria Tessa, frappant ses poings contre l'acier,
jusqu'à ce que ses phalanges soient meurtries. « S'il vous plaît, il gèle. » Il n'y eut pas de réponse. Le personnel de cuisine était bruyant. Les ventilateurs d'extraction rugissaient. Personne ne l'entendrait à moins d'être juste là. Et si Mme Garrick l'avait verrouillé, personne ne viendrait. Tessa regarda autour d'elle sauvagement. Le quai de chargement était un piège. Les murs étaient hauts de 10 pieds, glissant de glace. La rampe descendant vers la route de service était un tunnel de vent. Pour atteindre l'entrée principale, elle devrait marcher un quart de mille autour du périmètre du domaine, à travers des congères déjà profondes jusqu'à la taille. Elle n'avait pas de chapeau, pas de gants, juste un uniforme de femme de chambre et un manteau plein de trous. « Je dois bouger, » se dit-elle. « Si je reste ici, je meurs. » Elle descendit du quai. La neige engloutit instantanément ses jambes jusqu'à ses cuisses. Le froid était agonisant, une sensation de brûlure qui rôtissait sa peau avant que l'engourdissement ne s'installe. Elle commença à marcher péniblement vers le coin du bâtiment, visant les lumières des fenêtres de la salle de bal. Un pas, un autre pas. Le vent hurla. Tessa tomba face première, la neige s'entassant dans son col. Elle se releva, sanglotant, des halètements secs et sans larmes. Son corps s'arrêtait plus vite qu'elle ne le pensait possible. Ses mouvements devinrent lents. La brûlure dans ses doigts s'estompa en une terrifiante absence de sensation. Elle fit 20 yards. Elle s'effondra sous la fenêtre en vitrail de la salle de bal. Au-dessus d'elle, elle pouvait entendre la vibration étouffée d'un quatuor à cordes. Elle pouvait voir la lumière dorée se répandre sur la neige, illuminant ses mains gelées. Cela semblait chaud. Cela semblait le paradis. Tessa se recroquevilla en boule, essayant de préserver la dernière chaleur de son corps. Sa vision commença à grisonner sur les bords. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la chaleur des fours. « Je suis désolée, » pensa-t-elle, bien qu'elle ne sût pas à qui elle s'excusait. L'obscurité vint non comme un monstre, mais comme une lourde couverture de velours. Tessa Miller ferma les yeux, et la neige commença à la couvrir, transformant la femme de chambre en rien de plus qu'une bosse dans le paysage. Alpha Kieran Wolfick s'ennuyait et son loup était agité. Il se tenait au bord de la salle de bal, un verre de Cabernet 1985 à la main, regardant sa meute célébrer. C'était un homme de 30 ans, bâti comme une forteresse, avec des cheveux noirs tirés en arrière et des yeux qui tenaient habituellement la couleur de l'ardoise polie. Ce soir, cependant, il scintillait d'or, un signe de sa bête intérieure marchant de long en large. « Excellente fête, Alpha », dit Beta Soren, s'avançant à ses côtés. Soren était nerveux et vif, tenant une assiette d'hors-d'œuvre. La délégation de la meute de la Rivière-Noire est impressionnée. Il parle du traité d'alliance. Kieran hocha la tête, écoutant à peine. Il ajusta les poignettes de son smoking. C'est bruyant et ça sent le désespoir maintenant. Soren ricana. Ce seraient les femmes célibataires. Lady Béatrice est passée devant vous 5 fois en 10 minutes. Je pense qu'elle essaie d'imprégner son parfum sur vos rétines. La lèvre de Kieran se retroussa légèrement. Béatrice, la fille du conseiller de son défunt père. Elle était belle, objectivement blonde statuaire de haut rang, mais elle sentait les roses synthétiques et l'ambition. Il n'y avait rien de réel chez elle. « J'ai besoin d'air, » murmura Kieran. « Ne sortez pas, » avertit Soren. « C'est un blanc total. Même un loup aurait du mal dans ce refroidissement éolien. »« Je voulais dire le balcon, » dit Kieran s'éloignant. Il marcha à travers la foule, les invités s'écartant pour lui comme la mer Rouge. Il hocha poliment la tête aux anciens, ignora les cils battants des débutantes et tenta d'identifier ce qui le dérangeait. Depuis la dernière heure, une douleur basse et sourde avait commencé au centre de sa poitrine. Ce n'était pas une douleur physique, c'était un vide, un sentiment de quelque chose qui manque. Son loup grattait à l'arrière de son esprit, gémissant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Kieran à sa bête. « Parti », répondit le loup. Un seul concept abstrait, s'estompant, froid. Kieran fronça les sourcils.
Il atteignit les lourdes portes vitrées de la terrasse. Il les déverrouilla et sortit. La rafale de vent était violente, menaçant d'arracher la porte de sa main, mais Kieran la tint fermement. Le froid ne le dérangeait pas beaucoup. Son sang d'alpha coulait chaud. Il prit une profonde inspiration, filtrant l'air. Pain, glace, gaz d'échappement des générateurs, et il se figea. Sous la tempête, il y avait une odeur. Elle était faible, incroyablement faible, comme une bougie vacillant dans un ouragan. Elle sentait la vanille et la douleur, une pure agonie distillée. Ce n'était pas l'odeur d'un changeur. C'était humain, ou assez faible pour en passer pour un. Mienne, rugit soudain le loup, le son résonnant dans le crâne de Kieran si fort qu'il faillit laisser tomber son verre de vin. Le cœur de Kieran martelait contre ses côtes. Compagne. Il n'avait pas trouvé sa compagne en 10 ans de recherche. Il avait supposé qu'elle était morte ou n'avait jamais existé. Mais l'attraction était indéniable maintenant. C'était un crochet magnétique dans son ventre, le tirant vers la balustrade. Il regarda par-dessus le balcon, rien que des ténèbres blanches tourbillonnantes. Alpha. Kieran se retourna. Beatrix se tenait dans l'embrasure de la porte ouverte, frissonnant dans sa robe rouge bustier, serrant ses bras. Vous laissez toute la chaleur s'échapper. Allez-vous bien? Vous avez l'air intense. Sentez-vous cela? Demanda Kieran, sa voix rauque. Sentir quoi? L'obscurité. C'est charmant. Elle s'approcha, tendant la main vers son bras. Venez à l'intérieur, Kieran. Dansons. Kieran l'ignora. Il se pencha à nouveau par-dessus la balustrade, fermant les yeux. Il concentra tout sur cette odeur. Vanille, détresse, s'estompant. Cela venait d'en bas, du côté du manoir. Les yeux de Kieran s'ouvrirent brusquement, les pupilles dilatées jusqu'à ce que le gris ardoise soit englouti par un noir de jet. Le verre dans sa main se brisa, des éclats tranchant sa paume. Il ne le sentit pas. Beatrix allaita, fixant le sang dégoulinant sur les tuiles saupoudrées de neige. « Cherchez Soran », ordonna Kieran, sa voix tombant dans le registre alpha, un ton qui imposait une obéissance absolue. « Dites-lui d'amener Dr. Hemlock au Grand Hall. »« Pourquoi maintenant? Qui est maintenant? » rugit Kieran. Beatrix tressaillit et se précipita à l'intérieur. Kieran n'utilisa pas les escaliers. Il sauta par-dessus la balustrade de pierre du balcon, tombant de 20 pieds dans la neige en dessous. Il atterrit en position accroupie, la neige explosant autour de lui. Le froid le frappa, mais le feu en lui était un inferno. L'odeur était plus forte ici. C'était juste devant lui. Il pataugea à travers la congère profonde jusqu'à la taille, son smoking trempé instantanément. Il scanna frénétiquement le sol. Tout ce qu'il vit était blanc. Où? Où? Son pied s'accrocha à quelque chose de solide, pas une roche moue. Kieran tomba à genoux et commença à creuser. Il écarta la neige avec des mains frénétiques, jetant de côté des morceaux de glace. Une tache de laine grise apparut. Puis une épaule, puis un visage. Kieran cessa de respirer. C'était la fille de cuisine. Celle aux yeux tristes qu'il voyait parfois récurer les sols au petit matin. Sa peau était bleue, non pâle, mais un terrifiant bleu-gris cireux. Ses cils étaient gelés ensemble. Il n'y avait pas de montée et descente de sa poitrine. « Non », murmura Kieran. « Non, non. » Il arracha sa veste de smoking et l'enroula autour d'elle, bien qu'il sût que c'était futile. Il la prit dans ses bras. Elle était légère, impossibly légère, raide comme une planche. Il pressa son oreille contre sa poitrine. Thump, thump, un battement de cœur, lent, erratique, mourant. Une fureur, contrairement à tout ce que Kieran avait jamais ressenti, détonna dans son cerveau. Ce n'était pas juste de la colère, c'était un impératif biologique, une réaction nucléaire d'instinct protecteur. Quelqu'un avait laissé sa compagne mourir dans la neige. Il jeta sa tête en arrière et laissa échapper un rugissement qui brisa les fenêtres du rez-de-chaussée. C'était un son de pure douleur et rage,
Un son qui arrêta la musique à l'intérieur instantanément. Il la serra fort contre sa poitrine, transférant sa chaleur corporelle à elle, et marcha vers les portes de service. Il ne vérifia pas si elles étaient verrouillées. Il s'en fichait. Il frappa la porte d'acier de son épaule, canalisant sa force d'alpha. Le pain dormant se brisa avec le son d'un coup de feu. La porte vola vers l'intérieur, s'écrasant contre le mur. Kieran Wolfick entra dans la cuisine, portant son monde gelé dans ses bras. Le personnel de cuisine se figea. Madame Garrick laissa tomber une louche dans une marmite de soupe. Un sous-chef laissa un plateau de petits pains glisser du comptoir. Kieran se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par le blizzard tourbillonnant derrière lui. Il était trempé, sa chemise blanche collant à ses muscles, le sang de sa main tachant le manteau gris enroulé autour du paquet dans ses bras. Ses yeux étaient pleinement transformés, brillants d'un or en fusion. « Alpha !» bégaya Madame Garrick, son visage se vidant de couleur. Elle regarda le paquet. Elle reconnut les chaussures pendantes du manteau. Kieran ne la regarda pas. Il marcha directement à travers la cuisine. Chaque pas était lourd, fissurant les carreaux du sol. Le personnel se pressa contre les murs, terrifié de respirer. L'aura rayonnant de lui était suffocante, un poids physique qui força les loups parmi eux à baisser la tête en soumission. Il ouvrit à coupe de pied les doubles portes menant à la salle de bal. La musique avait déjà cessé à cause de son rugissement à l'extérieur, mais le murmure des invités confus mourut instantanément alors qu'il entrait. 300 personnes, alpha, bêta, dignitaires, regardèrent dans un silence stupéfait. Kieran les ignora tous. Il marcha au centre de la piste de danse, directement sous le lustre en cristal. « De l'espace », grogna-t-il. Ce n'était pas un cri, mais cela portait à chaque coin de la pièce. La foule se précipita en arrière, laissant un cercle de 20 pieds autour de lui. Soren accourut, The Doc Lapruche traînant derrière lui avec un sac médical. Kieran. Soren freina brusquement, ses yeux s'écarquillant en voyant la fille. « Est-ce que la fille Miller? » « Elle gèle, » dit Kieran, sa voix tremblante d'une violence contenue. Il s'agenouilla sur le parquet poli, posant doucement Tessa. « Réparez-la, Hemlock. Si elle meurt, vous mourrez. » Dr. Hemlock, un homme aux cheveux gris qui avait servi 3 générations d'alpha, ne discuta pas. Il tomba à genoux, déchirant le manteau gris. Il siffla en voyant sa peau. « Hypothermie sévère », annonça Hemlock, ses mains bougeant vite. « Elle est en arrêt cardiaque. J'ai besoin de couverture. J'ai besoin de solution, saline chaude. »« Sorin, prenez le chauffage portable. »« Est-ce qu'elle? » Sorin hésita, regardant Kieran. « Est-ce qu'elle? » Kieran était agenouillé à côté d'elle, tenant sa main gelée entre ses paumes brûlantes. Elle l'est. Un halètement traversa la pièce. L'alpha avait trouvé sa compagne, et elle était une femme de chambre mourante. Kieran se leva lentement. Il se tourna pour faire face à la pièce. Sa poitrine se soulevait. Il ressemblait à un dieu de la guerre, du sang sur sa chemise, la neige fondant dans ses cheveux. Il scanna les visages. Il vit le choc. Il vit la pitié. Il vit la confusion. Puis il vit le personnel de cuisine blotti près de l'entrée de service, jetant un coup d'œil. Madame Garrick était là, essayant de se cacher derrière un serveur. Kieran pointa un doigt tremblant vers les portes de la cuisine. « Qui, » demanda-t-il, sa voix étrangement calme, « était responsable de l'entrée de service ce soir? » Personne ne répondit. « Je l'ai trouvé, » continua Kieran, sa voix montant, enterré sous 3 pièces de neige à l'extérieur de la porte de service verrouillée dans un blizzard. Il fit d'un pas vers la foule. La porte était verrouillée de l'intérieur. Le silence était absolu. On pouvait entendre le vent claquer les vitres. « Madame Garrick, » dit Kieran, la gouvernante en chef couina. Elle essaya de courir vers la cuisine, mais 2 loups guerriers lui bloquèrent le chemin. Ils la traînèrent sur la piste de danse. Elle tomba à genoux, tremblante. « Alpha, s'il vous plaît. » « Je ne savais pas. C'était un accident. » « Un accident. »
Kieran marcha vers elle. L'air autour de lui chatoyait de chaleur. Elle sortait des poubelles dans un manteau fait de chiffon, et quelqu'un a verrouillé la porte. Je lui ai dit d'attendre, mentit Garrick, ses yeux furetants. Je lui ai dit d'attendre que la tempête passe. Elle a dû sortir d'elle-même, et la porte, la serrure est défectueuse. Elle se bloque. Menteuse. Une petite voix dit. Tout le monde se tourna. Une jeune aide de cuisine, pas plus âgée que 16 ans, s'avança du groupe de cuisine. Elle tremblait. « Quel est votre nom? » demanda Kieran doucement, bien que ses yeux brûlent encore. « Sarah, monsieur, » murmura la fille. « Madame Garrick. » Madame Garrick a dit à Tessa de sortir. Elle a dit que si elle ne le faisait pas, elle serait renvoyée. Et Sarah déglutit difficilement. J'ai vu Madame Garrick glisser le pain. J'ai pensé peut-être qu'elle ne savait pas que Tessa était toujours dehors. J'ai essayé de dire quelque chose, mais elle a menacé de couper ma paye. Kieran regarda de nouveau Garrick. La gouvernante sanglotait maintenant. C'est une personne sans importance, une avorton essoufflée. Elle sent l'eau de vaisselle. Je ne pensais pas que ça importait. Elle ne pensait pas que ça importait. Kieran saisit Madame Garrick par la gorge. Il ne serra pas. Pas encore. Mais il la souleva du sol jusqu'à ce que ses pieds pendaient. Elle, grogna Kieran, se penchant près du visage terrifié de Garrick, est ma compagne. Les yeux de Garrick exorbitèrent. Béatrix, debout dans la foule, laissa tomber sa pochette. Elle frappa le sol avec un bruit sourd. « Et vous, » murmura Kieran, « avez laissé la Luna de cette meute gelée à mort comme un chien errant. » Il jeta Garrick. Il ne la laissa pas juste tomber. Il la jeta à travers la piste de danse. Elle glissa, s'écrasant contre la table de banquet, envoyant des plateaux de canard rôtis et de sauce volée. « Enfermez-la dans les cellules, » ordonna Kieran aux gardes. « Si elle parle, bâillonnez-la. Si elle essaie de dormir, réveillez-la avec de l'eau glacée. Laissez-la sentir le froid. » Il se retourna vers Tessa. Dr. Hemlock faisait des compressions thoraciques. « Allez, allez, » marmonna Hemlock. « Respire, ma fille. » Kieran tomba à nouveau à genoux. Il plaça sa main sur son cœur, ignorant le docteur. Il ferma les yeux et poussa sa propre énergie, son aura alpha en elle. C'était un mouvement dangereux. Cela pourrait submerger un cœur humain faible, mais il n'avait pas le choix. « Vis !» ordonna-t-il à travers le lien. Tessa vit. Un halètement, le dos de Tessa se cambra du sol. Elle aspira une respiration haletante et humide. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Ils étaient vitreux et flous, mais ils étaient vivants. Elle toussa, son corps convulsant de frissons. « Froid », balbutia-t-elle. « Si froid. »« Je te tiens », murmura Kieran, enroulant ses bras autour d'elle, l'attirant contre sa poitrine, insouciant du sang et de la foule et de la politique. « Je te tiens. Tu es en sécurité. » Mais alors qu'il la tenait, il le sentit de nouveau. Maintenant que le froid reculait, l'odeur de vanille était plus forte. Mais il y avait autre chose dessous, quelque chose de chimique. Il regarda Dr. Hemlock. Le docteur reniflait l'air, un froncement de sourcils sillonnant son front. « Alpha » murmura Hemlock, se penchant pour que seul Kieran puisse entendre. « Ce n'est pas juste de l'hypothermie. Sa sueur. Elle sent le Tulu et les agents suppresseurs. » Kieran se figea. « Elle a été empoisonnée, » dit Hemlock sombrement. « Pendant longtemps. C'est pourquoi vous ne l'avez jamais senti avant. Le choc froid a brisé la fièvre et brûlé l'agent masquant hors de son système. » Kieran leva les yeux, son regard balayant la pièce de nouveau. Il regarda Béatrix, qui était pâle comme un drap. Il regarda les conseillers. Ce n'était pas juste une gouvernante cruelle. Garrick était une porno. Quelqu'un avait empoisonné Tessa pour la garder cachée. Quelqu'un savait qui elle était. Kieran serra Tessa plus fort. « Personne ne part », annonça Kieran aux 300 invités. « Verrouillez les portes. Coupez les lignes téléphoniques. » Il se leva, soulevant Tessa dans ses bras de nouveau. «
Quelqu'un dans cette pièce a essayé de voler ma compagne, dit-il, sa voix tombant dans un murmure mortel. Et je vais déchirer cette meute jusqu'à ce que je les trouve. Les quartiers de l'Alpha étaient un territoire interdit. Dans l'histoire de la meute de Silver Creek, aucun loup non classé, encore moins un servant, n'avait jamais traversé le seuil de la suite principale. Tessa Miller se réveilla noyée dans la soie. Elle haleta, s'asseyant droite, ses mains agrippant des draps qui coûtaient plus que tous les gains de sa vie entière. La pièce était sombre, éclairée seulement par les braises incandescentes d'une massive cheminée en pierre. L'air sentait le cèdre, la pluie et lui. Doucement, une voix profonde gronda des ombres. « Vous êtes en sécurité. » Tessa tressaillit, reculant à toute vitesse jusqu'à ce que son dos heurte la tête de lit. « Alpha, je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Madame Garrick va. » « Madame Garrick est indisposée, » dit Kieran, entrant dans la lumière du feu. Il avait changé son smoking ruiné pour des vêtements de détente noirs amples. Mais la tension dans ses épaules demeurait. « Et tu n'es plus une femme de chambre, Tessa. » Tessa le fixa. Sa tête tournait. La dernière chose dont elle se souvenait était la neige, le froid brûlant ses poumons et le désir accablant de dormir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Elle regarda ses mains. Elles étaient propres. Ses phalanges craquées et saignantes avaient été bandées avec précision. Elle portait une chemise douce et surdimensionnée qui lui appartenait. « Buvez ceci, » dit Kieran, lui offrant une tasse de quelque chose de fumant. « Ordre du Dr. Hemlock. C'est une tisane avec un coup de fouet nutritif. » Tessa prit la tasse avec des mains tremblantes. « Suis-je renvoyé? » Kieran laissa échapper un court rire humoristique. Il s'assit sur le bord du lit, attentif à ne pas la toucher encore, bien que chaque instinct dans son corps lui criât de la serrer fort. « Non, Tessa, tu n'es pas renvoyée. Tu es ma compagne. » La tasse glissa des doigts de Tessa, éclaboussant de tes chauds la couette. Elle ne remarqua pas. « Compagne, c'est impossible. Je n'ai pas de loup. Je suis un défaut. Tout le monde le sait. » « Tu n'es pas un défaut, » dit Kieran, sa voix se durcissant. « Tu as été empoisonné. » Il tendit la main et ramassa la tasse, la posant sur la table de nuit. « Le Dr. Hemlock a trouvé des traces de tuilou et un suppresseur chimique dans ton sang. Tu l'as ingéré pendant des années. Il a supprimé ton loup, atrophié ta croissance et caché ton odeur. C'est pourquoi je ne t'ai pas trouvé plus tôt. » Tessa secoua la tête, des larmes piquant ses yeux. « Empoisonné? Mais je mange les restes de cuisine. Qui se donnerait la peine de m'empoisonner? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, » jura Kieran. Mais ce soir, le choc froid a brisé le cycle. Ta louve se réveille, Tessa. Ne peux-tu pas la sentir? Tessa ferma les yeux. Elle se concentra sur le lieu creux dans sa poitrine où elle s'était toujours sentie vide. Ce n'était plus vide. Il y avait une étincelle là, une présence faible, effrayée, mais indéniable. Alpha, une minuscule voix murmura dans son esprit. Les yeux de Tessa s'ouvrirent brusquement. Elle est réelle. Elle l'est, confirma Kieran. Il tendit la main, sa main planant au-dessus de la sienne. Puis-je? Tessa hocha la tête, terrifiée et hypnotisée. Kieran plaça sa grande main chaude sur la sienne. L'étincelle devint une flamme. Un choc d'électricité remonta le bras de Tessa directement jusqu'à son cœur. Ce n'était pas douloureux. C'était la chose la plus juste qu'elle ait jamais ressentie. C'était la sensation d'une clé trouvant sa serrure. Les yeux de Kieran brillèrent d'or. « Mienne » grogna-t-il doucement. « Tienne » murmura Tessa en retour, le mot contournant entièrement son cerveau. Il y eut d'un coup à la porte. Le grognement de Kieran s'intensifia, l'agacement scintillant sur son visage. « Entrez » aboya-t-il. Dr. Hemlock entra, l'air épuisé. Alpha, les invités s'agitent. Le confinement est en vigueur depuis 3 heures. Les dignitaires du Nord menacent de partir. « Laissez-les menacer, » dit Kieran, ne détournant pas son regard de Tessa. « Personne ne part tant que je n'ai pas un nom. » À ce sujet, dit Hemlock,
jetant un coup d'œil à Tessa. J'ai analysé les traces du poison de l'uniforme de Tessa. C'est un composé très spécifique. Orchidée fantôme. C'est rare, cher, et ce n'est pas quelque chose que vous achetez dans un magasin du coin. C'est utilisé principalement par les familles de haut rang pour traiter les héritiers illégitimes. Kieran se leva, la tendresse disparaissant, remplacée par le prédateur. Héritiers illégitimes, Tessa? Hemlock demanda doucement. Qui étaient vos parents? Je ne sais pas, bégaya Tessa. On m'a dit qu'ils étaient des renégats qui sont morts dans les guerres frontalières. Madame Garrick a dit que la meute m'avait recueilli par pitié. Mensonge, siffla Kieran. Il arpentait la pièce. Si vous étiez une renégade, personne ne gaspillerait de l'orchidée fantôme sur vous. Il vous tuerait ou vous exilerait. Vous êtes fâché. Quelqu'un vous voulait faible, invisible et à proximité pour qu'il puisse vous surveiller. Il se tourna vers la porte. Sorin est avec Garrick. Oui, dit Hemlock. Elle est brisée. Elle est prête à parler. Kieran regarda de nouveau Tessa. Restez ici. N'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. Je vais en finir. Kieran, cria Tessa, utilisant son nom pour la première fois. Il fit une pause, sa main sur la poignée de porte. Sois prudent. Il la regarda, et pendant une seconde le roi loup s'adoucit pour toi, petite. Je brûlerai le monde. Il sortit, laissant Tessa seule avec le feu, et la réalisation que toute sa vie avait été un mensonge. Le donjon du manoir Silver Creek était une relique d'un temps plus cruel. Construit dans le substrat rocheux sous la cave à vent, il était humide, insonorisé et sentait la rouille. Madame Garrick était attachée à une chaise métallique au centre de la cellule d'interrogatoire. Elle ne ressemblait en rien à la tyran de la cuisine maintenant. Ses cheveux étaient en désordre, son uniforme déchiré, et elle tremblait si fort que ses dents claquaient ensemble. Bétorin se tenait dans le coin, nettoyant un ongle avec un couteau de chasse. Il ne leva pas les yeux quand Kieran entra. « Statue? » demanda Kieran. « Elle a divagué pendant 20 minutes? » dit Sorin audacieusement, blâmant tout le monde du jardinier à la déesse de la lune. Mais elle n'a pas encore donné le nom du sponsor. Kieran marcha dans la lumière. Il retira sa chemise, la jetant sur un banc. Son torse était couvert de cicatrices de défis qu'il avait gagnés. Il voulait que Garrick voie le guerrier, pas le diplomate. Il tira une chaise en bois et s'assit directement devant elle, les genoux presque se touchant. « Madame Garrick, » dit Kieran agréablement, « combien vous payait-il? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » « Alpha, » gémit-elle. Kieran soupira. « Dr. Hemlock a trouvé l'orchidée fantôme. Nous savons que vous avez dosé sa nourriture. Probablement en la glissant dans une bouillie du matin, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous la faisiez toujours manger seule. » Les yeux de Garrick s'écarquillèrent. « Ce poison coûte 5 000 $ la dose, » continua Kieran. « Vous gagnez 30 000 $ par an. Vous ne l'avez pas acheté. Qui vous l'a donné? »« Je ne peux pas, » sanglota Garrick. « Ils me tueront. »« Et que pensez-vous que je vais faire? » demanda Kieran. Sa voix ne monta pas. Mais le pouvoir alpha inonda la pièce, lourd et suffocant. L'ampoule au-dessus vacilla. « Si vous parlez, » dit Kieran, se penchant, ses yeux brillants d'or. « Je vous bannis. Vous partez ce soir. Vous courez, vous pourriez survivre. » Il fit une pause. « Si vous ne parlez pas, je vous laisse dans cette pièce avec mon loup. » Et il a très faim. Kieran laissa ses canines s'allonger. Un grognement bas et vibrant commença profondément dans sa poitrine. Garrick cria. « D'accord, d'accord. C'était Lady Beatrix. C'était Beatrix. » Sorin arrêta de nettoyer ses ongles. Il leva les yeux brusquement. « Beatrix? » répéta Kieran. « Pourquoi? Elle a dit que la fille était une menace. » Garrick bafouilla. « Elle a dit que Tessa avait du mauvais sang, qu'elle était une malédiction. Beatrix me donnait les fioles une fois par mois. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle me ferait renvoyer et mettre sur liste noire de chaque meute de l'État. J'avais besoin du travail. Alpha, j'ai une mère malade. Vous avez empoisonné une fille innocente pour la sécurité de l'emploi, dit Kieran avec dégoût.
Il se leva. Sorin vérifiait les comptes bancaires, cherchait les transferts des comptes de la famille Blackwood vers Garrick. Déjà dessus, dit Sorin, tapant sur son téléphone. Trouvé. Frais de conseil mensuel d'une société écran enregistrée au nom du père de Béatrice, l'ancien Thomas Blackwood. Les mains de Kieran se serrèrent d'un point. Ce n'était pas juste Béatrice. C'était la famille Blackwood, l'une des familles fondatrices de la mode. Pourquoi est-elle une menace? Demanda Kieran à Garrick. Pourquoi la garder en vie mais faible? Je ne sais pas, cria Garrick. Je jure. Béatrice a juste dit de garder l'errante confuse et faible. Si jamais elle se transforme, nous sommes tous morts. C'est tout ce qu'elle a dit. Si jamais elle se transforme, nous sommes tous morts. Kieran se détourna de la femme en sanglots. Ôtez-la de ma vue. Jetez-la à la ligne du territoire. Si elle revient, tuez-la. Il sortit de la cellule, son esprit s'emballant. Béatrice Blackwood voulait être Luna. Tout le monde le savait, mais empoisonner une femme de chambre aléatoire. Cela n'avait pas de sens à moins que Tessa ne soit pas aléatoire. À moins que Tessa ne soit quelqu'un qui pourrait tout enlever au Blackwood. Kieran monta les escaliers deux par deux. Il avait besoin de réponses et il savait exactement où les obtenir. Le grand hall. La salle de bal était une cocotte minute. 3 heures de confinement avaient transformé la fête élégante en une situation d'otage. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer depuis des heures auparavant. Les invités étaient assis sur le sol chuchotant, tandis que des gardes bloquaient chaque sortie. L'ancien Thomas Blackwood, un homme aux cheveux argentés et une poitrine pleine de médailles, se disputait avec le capitaine de la garde. « C'est un outrage » cria Blackwood. « Ma fille s'évanouit d'épuisement. Je demande que vous ouvriez les portes. »« Ordre de l'alpha » dit le garde stoïquement. « Au diable l'alpha » hurla Béatrice. Elle n'était plus la débutante composée. Ses cheveux étaient crépus, son maquillage étalé. Il est devenu fou à cause d'un rat de cuisine. Les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent en claquant. Kieran s'avança sur le palier. Il avait mis une chemise noire fraîche boutonnée jusqu'à la gorge. Il avait l'air calme. Trop calme. La pièce devint silencieuse. « Vous désirez partir, ancien Blackwood? » demanda Kieran, sa voix résonnant sur le plafond voûté. « Kieran? » Thomas Blackwood s'avança, feignant le soulagement. « Enfin, cela a duré assez longtemps, cette fille. C'est une tragédie, oui, mais vous ne pouvez pas tenir en otage toute la direction du Nord parce qu'une femme de chambre est tombée dans la neige. »« Elle n'est pas tombée, dit Kieran, descendant les escaliers lentement. Et ce n'est pas une femme de chambre. » Il atteignit le bas des escaliers et marcha à travers la foule. Les invités s'écartèrent, sentant la violence rayonnant de lui. Il s'arrêta à 5 pieds de Béatrice et son père. « Béatrice, dit Kieran doucement, vous avez l'air fatigué. Je le suis, bégaya-t-elle, lissant sa robe. Kieran, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer à la maison. Avez-vous apprécié le festin? Demanda Kieran. Le vin, la musique. L'avez-vous apprécié en sachant que pendant que vous dansiez, ma compagne gelait à mort à 10 yards de là? Béatrice rougit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Orchidée fantôme, dit Kieran. La couleur disparut du visage de Thomas Blackwood. Béatrice cessa de respirer. Un poison, expliqua Kieran à la pièce, sa voix montant pour que tout le monde puisse entendre. Utilisé pour supprimer un loup, pour cacher une odeur, pour garder un rival faible. Il se tourna vers la foule. Pendant 10 ans, j'ai cherché ma compagne, et pendant 10 ans, elle a été juste sous mon nez, récurant mes sols, mangeant mes restes, parce que quelqu'un la droguait. C'est absurde, plastronna Thomas. Vous nous accusez sur quoi? La parole d'un servant, basée sur les transferts bancaires de vos comptes à Madame Garrick? Claqua Kieran. Et les fioles trouvées dans la coiffeuse de votre fille. Vous avez fouillé ma chambre, hurla Béatrice. Je suis l'alpha, rugit Kieran, sa voix faisant trembler les lustres. Je possède cette terre. Je possède chaque brique de cette maison.
J'ai le droit de fouiller partout où il me plaît. Il s'approcha de Thomas. Pourquoi, Thomas? Pourquoi elle? Thomas Blackwood fixa Kieran. Le masque de l'ancien bienveillant glissa. Ses yeux devinrent froids. Parce qu'elle ne devrait pas exister, cracha Thomas. La pièce à l'état. Qui est-elle? Demanda Kieran. Elle est la fille de l'Alpha Ryland. Thomas ricana. Le nom frappa la pièce comme une bombe. Alpha Ryland, l'alpha de la meute de Pierre de Lune. Une meute qui avait été anéantie il y a 15 ans dans un mystérieux incendie. Tout le monde pensait que la lignée avait pris fin. La fille de Ryland, murmura Kieran, mais elle serait une alpha supérieure, dit Trimis, sa voix dégoulinante de venin. Une vraie alpha, plus forte que toi, Kieran. Son sang est de pure royauté. Si elle avait atteint l'âge adulte avec son loup intact, elle ne serait pas juste ta compagne. Elle serait la haute reine de la région, et ma famille, nous ne serions rien. Alors vous l'avez volée, réalisa Kieran, l'horreur lui venant à l'esprit. Vous l'avez trouvée dans les ruines de l'incendie. Je l'ai recueillie, dit Thomas. Je l'ai cachée. Je ne pouvais pas tuer un enfant. Les lois de la meute l'interdisent. Alors je l'ai faite une personne sans importance. J'ai supprimé son loup. Je l'ai faite servante de ma fille. C'était une justice poétique, la reine servant la princesse. Béatrix rit, un son aigu et hystérique, et elle était une bonne servante aussi, jusqu'à ce que tu aies dû aller la renifler. Kieran les regarda. Il vit la pourriture au cœur de sa meute, les gens qui l'avaient fait confiance pendant des années. « Vous avez volé sa vie, » dit Kieran, sa voix tremblante. « Vous avez volé son droit de naissance. Vous avez volé 10 ans de ma vie avec elle. » Il regarda les gardes. « Prenez-les. »« Vous ne pouvez pas, » cria Thomas, son propre loup commençant à faire surface. « J'ai la moitié du conseil dans ma poche. Vous m'arrêtez et vous commencez une guerre civile. »« Laissez-les faire la guerre, » dit Kieran froidement. « J'ai la femelle alpha supérieure comme ma compagne. Selon les anciennes lois, sa revendication annule la vôtre, annule la mienne. » Il leur tourna le dos. Enfermez-les dans les cages d'argent et envoyez un message aux meutes du Nord. Dites-leur que l'héritière de la pierre de lune a été trouvée et dites-leur. Kieran fit une pause, levant les yeux vers la chambre où Tessa gisait. Dites-leur que le festin d'hiver est terminé. La guerre des reines a commencé. Le silence dans la suite principale était plus lourd et bien plus suffocant que le blizzard faisant rage contre les murs de pierre du manoir. Le feu dans l'âtre claqua et siffla, projetant de longues ombres dansantes contre les tapisseries de velours. Mais la chaleur n'atteignit pas Tessa. Elle était assise sur le bord du lit à baldaquin massif. Ses doigts s'agrippant des draps de soie si fort que ses phalanges devinrent de la couleur d'un vieil os. La révélation planait dans l'air entre eux, un fantôme qui refusait de disparaître. « Mes parents » murmura Tessa, sa voix se fracturant. Elle fixa le lointain, voyant non pas la pièce luxueuse, mais des années de sol froid et de tampons à récurer. Ils ne sont pas morts dans une escarmouche frontalière. Ils étaient les alphas de Pierre de Lune. Kieran se tenait près de la cheminée, sa silhouette imposante contre la lueur des braises. Il se tourna lentement, son visage gravé d'un mélange de tristesse et d'une terrifiante froide résolution. Oui, tu n'es pas une femme de chambre, Tessa. Tu n'es pas un cas de carité. Tu es de la royauté. Les Blackwood t'ont gardé en vie seulement parce que tuer un enfant de cette lignée porte une malédiction si ancienne que même eux la craignaient. Alors ils ont décidé de te briser à la place. Tessa regarda ses mains, des mains rugueuses par l'eau de Javel, cicatrisée par l'eau chaude et engourdie par le vent d'hiver. Pendant 5 ans, elle avait cru qu'elle n'était rien. Elle avait cru qu'elle méritait le froid. Elle avait cru qu'elle était un gaspillage d'espace dans la hiérarchie de la meute. « Je pensais que j'étais un défaut, » murmura-t-elle, une seule larme traçant un chemin à travers la suie qui s'accrochait encore à sa joue. « Je pensais que j'étais vide. »« Tu es tout, » dit Kieran farouchement. Il traversa la pièce en 2 longues enjambées,
tombant à genoux devant elle. Il ne la toucha pas. Pas encore, comme si elle était faite de quelque chose de volatile. Tu es la pièce manquante de cette meute. Tu es la pièce manquante de moi. Et ce soir, tu prends ta place. Tessa ouvrit la bouche pour parler, pour lui demander comment une femme de chambre devient une reine. Mais les mots ne vinrent jamais. Au lieu de cela, un halètement s'arracha de sa gorge. Elle serra sa poitrine, se pliant en deux alors qu'une chaleur soudaine et brûlante détonnait dans son cœur. Ce n'était pas la chaleur du feu ou des couvertures. C'était un inferno. Cela commença dans son cœur et jaillit vers l'extérieur, courant à travers ses veines comme du magma liquide. « Ça brûle !» gémit-elle, ses dents se serrant. « Dieu, ça brûle !» Mes os. Ils ont l'impression de se fendre. Les yeux de Kieran s'écarquillèrent, clignotant instantanément à leur état alpha d'or en fusion. Il reconnut les signes, l'odeur d'ozone et de pouvoir brut inondant la pièce. Le poison est parti. La fièvre a brûlé le dernier du suppresseur de ton système. Tessa, regarde-moi. Elle leva les yeux, ses yeux écarquillés de panique, la sueur déjà trempant sa ligne de cheveux. Talouve, dit Kieran, sa voix commandante et stable, une ancre dans la tempête. Elle ne se réveille pas juste. Elle arrive. Elle a été en cage pendant une décennie, grandissant dans l'obscurité, compressant son pouvoir. Maintenant, elle brise la porte. Tessa cria. C'était un son primal brut qui n'avait rien à voir avec la fille timide qui récurait les sols de l'arrière-cuisine. C'était le son d'un barrage qui se rompait. Elle tomba du lit, heurtant le tapis épais en fourrure sur ses mains et ses genoux. Sa colonne vertébrale s'arqua violemment. La douleur était absolue, une réécriture totale de sa biologie. Les os claquèrent et se remodelèrent avec des craquements écœurants, s'allongeant et s'épaississant. Les muscles se déchirèrent et se recousurent en quelques secondes. « Laissez faire », ordonna Kieran, sa voix tombant dans le registre alpha, le ton qui contraignait la biologie à obéir. « Ne la combattez pas, Tessa. Elle est toi. Brisez la cage. » Tessa ferma les yeux fortement. Elle arrêta de combattre la douleur et s'y pencha. Elle chercha cette étincelle qu'elle avait sentie plus tôt, cette minuscule lueur de vanille et d'acier. Elle la saisit et elle tira. L'étincelle devint une supernova avec un grognement final secouant la terre qui fit vibrer les vitraux dans leur cadre. La transformation compléta. Kieran recula, lui donnant de l'espace, son propre loup hurlant de révérence dans les confins de son esprit. Il avait vu de nombreux loups. Il avait vu de forges alpha, des chauves-souris rapides et de massifs guerriers. Mais il n'avait jamais vu cela. Debout au centre de la pièce, des respirations haletantes fumant dans l'air frais, se tenait une créature de mythe. Elle était massive, facilement aussi grande que la propre forme alpha de Kieran, peut-être plus haute à l'épaule. Mais là où sa fourrure était de la couleur de minuit, la sienne était pure, d'un blanc aveuglant. Elle chatoyait comme de la neige fraîche sous le clair de lune, iridescente et d'un autre monde. Elle secoua sa tête massive, déplaçant l'air dans la pièce, et le regarda. Ses yeux n'étaient pas le jaune ou l'ambre d'un loup commun. Ils étaient d'un violet électrique tourbillonnant, la marque légendaire indéniable de la lignée de Pierre de Lune. Compagnon, sa voix résonna dans son esprit. Ce n'était pas le murmure hésitant qu'il avait entendu plus tôt. C'était résonnant, clair, et superposé d'un pouvoir qui fit dresser les poils sur le bras de Kieran. C'était le commandement d'une reine s'adressant à son roi. Kieran inclina la tête. Il baissa son regard et exposa son cou. Le signe ultime de soumission, de confiance et de dévotion. Ma reine. La louve blanche s'avança. Elle était terrifiante de beauté. Elle lui frotta la mâchoire avec son nez humide, inhalant son odeur, le revendiquant avant de tourner son regard violet vers la lourde porte en chêne. Un grognement bas commença profondément dans sa poitrine, un son comme des plaques tectoniques broyantes. « Ouvrez-la », commanda-t-elle.
Kieran se leva, un sourire sombre et prédateur s'étendant sur son visage. Il sentit le changement dans l'air. L'équilibre du pouvoir n'avait pas juste basculé, il avait été oblitéré. « Comme tu le souhaites », murmura-t-il. Il marcha vers la porte et l'ouvrit en grand. Underscore. Le Grand Hall était un portrait de chaos au bord de l'émeute. L'air était épais avec l'odeur de peur et de vin éventé. Les 300 invités, dignitaires, guerriers et familles de haut rang étaient blottis en groupe, chuchotant frénétiquement. Le quatuor à cordes avait fui depuis longtemps. Au centre de la pièce, la cage d'argent temporaire retenait les architectes de la misère. Beatrix Blackwood agrippait les barreaux, son maquillage strié de larmes, tandis que son père, l'ancien Thomas Blackwood, criait au capitaine de la garde. « C'est un outrage, une détention illégale », rugit Thomas, son visage devenant un violet marbré. « Je suis un ancien du Conseil, je demande à être libéré. Quand les pactes du Nord entendront que Kieran a perdu la tête à cause d'une servante, il sera dépouillé de son titre. Il aura de la chance si nous ne déclarons pas la guerre. » hurla Béatrix, sa voix stridente. « Ouvrez cette cage tout de suite. Savez-vous qui je suis? » Les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent en claquant avec une violence qui fit taire la pièce instantanément. Chaque tête se tourna vers le haut. Kieran sortit sur le palier. Il avait l'air calme, mortel et entièrement composé. Il marcha au centre du balcon, surplombant la mer de visages effrayés. « Kieran !» cria Thomas, pointant un doigt tremblant. « Vous avez fait une grave erreur. Libérez-nous, et peut-être pourrais-je convaincre le Conseil de vous montrer de la miséricorde pour cette crise de colère. » Kieran ne parla pas. Il ne regarda même pas Thomas. Au lieu de cela, il s'écarta. Des ombres derrière lui, la louve blanche émergea. Un halètement collectif aspira l'air de la pièce. Elle bougea avec une grâce fluide et létale, ses pattes silencieuses sur le sol de marbre. Alors qu'elle s'avançait dans la lumière des lustres, sa fourrure blanche semblait briller. Le poids pur de son aura, la pression alpha, s'abattit sur le hall comme un marteau physique. Béatrix laissa échapper un gémissement aigu et recula contre les barreaux de sa cage. Quoi? Qu'est-ce que c'est? La louve blanche s'approcha de la balustrade. Elle regarda en bas. Ses yeux violets balayèrent la foule, jugeant, évaluant. Quand son regard se posa sur la cage, les barreaux d'acier semblèrent vibrer. Elle plaça ses pattes avant sur la balustrade de pierre, jeta sa tête en arrière et laissa échapper un hurlement. C'était un son qui défiait la description. Ce n'était ni un appel à l'aide, ni un cri de douleur. C'était un couronnement. C'était une chanson de glace et de vieille magie, une déclaration que la véritable héritière était retournée à son trône. L'effet fut instantané. La biologie prévalut sur la politique. Chaque changeur dans la pièce, du plus fier alpha des délégations en visite au plus bas garde, tomba. Les genoux frappèrent le sol, les coups furent exposés. Certains, incapables de résister à l'appel d'une si haute lignée, se transformèrent involontairement, leur loup s'inclinant bas, ventre pressé contre le parquet dans une soumission absolue. Ils savaient ce qui se tenait devant eux. Ils n'avaient pas besoin d'un test ADN. L'âme reconnut son maître. Tessa recula de la balustrade. L'air chatoyait autour d'elle, une brume de chaleur et de magie, et sa forme commença à rétrécir. Les os se réalignèrent. La fourrure se rétracta. Kieran était prêt. Il s'avança avec une lourde cape de velours, noire doublée d'argent, et l'enroula autour de ses épaules avant que la brume ne se dissipe. Tessa Miller se tenait sur le balcon. Elle était pieds nus. Elle portait une chemise déchirée sous la cape. Ses cheveux étaient sauvages. Mais alors qu'elle regardait en bas les gens qui avaient marché devant elle pendant 5 ans, comme si elle était un meuble, elle paraissait haute de 10 pieds. « Ouvrez la cage, dit-elle. » Sa voix était rauque de la transformation, mais elle portait à l'arrière du hall silencieux sans effort. Les gardes se précipitèrent pour obéir, tâtonnant avec les clés dans leur hâte. La porte s'ouvrit en grand.
Thomas et Béatrix trébuchèrent dehors, l'air petit, pathétique et dépouillé de leur dignité. « Oh, vous avez dit que j'étais une malédiction, » dit Tessa, sa voix tombant à un calme glacial. « Vous avez dit que je n'étais rien. Vous m'avez dit que mon sang était mauvais. » Thomas Blackwood leva les yeux. Il essaya de rassembler son arrogance, mais son loup se terrait en lui, gémissant de terreur. « Salut, Alpha, » croissa-t-il, tombant à genoux. « S'il vous plaît, nous vous avons sauvé. Nous vous avons donné une maison quand vous étiez orpheline. »« Vous m'avez donné une cage, » corrigea Tessa, ses yeux brillants de violet. « Vous avez volé mon nom. Vous avez empoisonné mon corps. Vous m'avez fait servir la file de l'homme qui a volé mon droit de naissance. » Elle regarda Kieran. « Quelle est la peine pour haute trahison contre la couronne et tentative de meurtre d'une compagne? »« Mort, » dit Kieran simplement. Sa main reposait sur le pommeau d'un poignard cérémoniel à sa taille. Béatrix cria, agrippant le bras de son père. « Non, s'il vous plaît, je faisais juste ce qu'il m'a dit. Ayez pitié. » « Pitié ?» Tessa inclina la tête. « J'ai supplié pour la pitié quand vous m'avez enfermé dehors dans la tempête ce soir. J'ai supplié pour la pitié quand mes mains saignaient du savon de mensonge. M'avez-vous entendu alors, Béatrix? » Béatrix sanglota, enfouissant son visage dans ses mains. Mais Tessa continua, levant une main pour arrêter les gardes qui avançaient. « Je ne suis pas vous. Je ne vous tuerai pas. » Une ondulation de confusion traversa la pièce. « La mort est trop facile, » dit Tessa froidement. « La mort est une évasion. Vous vouliez faire de moi une servante. Vous vouliez me dépouiller de mon rang et me rendre invisible. » Elle pointa un doigt vers eux, son jugement retentissant comme un coup de maillet. « Je vous dépouille par la présente de vos titres. Vous n'êtes plus des anciens. Vous n'êtes plus de la noblesse. Vous êtes des omégas. Vous êtes les plus bas des bas. » Elle regarda le chef de la garde, ses yeux durs comme le silex. « Donnez-leur les manteaux gris. Mettez-les dans l'arrière-cuisine. Ils récureront les sols. Ils éplucheront les pommes de terre. Ils videront les seaux à fente. » Elle se pencha par-dessus la balustrade, fixant directement les yeux horrifiés de Thomas, et quand l'hiver viendra, ils sortiront les poubelles. Ils sentiront le froid. Thomas Blackwood s'effondra en avant, pleurant. Pour un homme de sa fierté, c'était un destin infiniment pire que l'exécution. Servir les fantômes qu'il avait créés, être invisible. Tessa tourna son regard vers le reste de la pièce. La peur dans la foule était palpable, mais elle adoucit son expression. « À partir de ce jour, déclara-t-elle, il n'y a pas de loup invisible à Silver Creek. Personne ne gèle. Personne ne meurt de faim. Si je trouve un seul chiot négligé, la direction me répondra. » Elle sentit une chaleur à ses côtés. La main de Kieran glissa dans la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. C'était un contact d'ancrage, une promesse. Elle leva les yeux vers lui, l'alpha, qui avait arraché une porte de ses gonds pour sauver une femme de chambre. Vive la Luna! Sarah, la petite aide de cuisine, cria du fond de la pièce, sa voix brisée par l'émotion. Le cri fut repris par un autre, puis un autre, jusqu'à ce que tout le hall tremble du rugissement. Vive la Luna! Vive la reine! Kieran la tira près, enroulant son bras autour de sa taille. Il se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. « Tu as manqué un titre », murmura-t-il, un sourire jouant sur ses lèvres. Oh! Tessa sourit, sentant le dernier du froid profond et douloureux enfin quitter ses os, remplacé par un feu qui ne s'éteindrait jamais. « Et qu'est-ce que c'est? »« Ma femme, » dit Kieran. Il l'embrassa alors, profondément et inflexiblement devant toute la meute. Et dehors, au-delà des fenêtres brisées, le blizzard se rompit enfin. Les nuages s'écartant pour révéler un ciel plein d'étoiles brillant sur la nouvelle reine du Nord. Et c'est ainsi que la femme de chambre au manteau gris devint la reine du Nord. C'est un rappel que parfois les gens que nous négligeons sont ceux qui détiennent le plus de pouvoir, et que la vraie force ne concerne pas à quel point vous pouvez rugir fort,
mais à quel point vous pouvez endurer avant de finalement riposter. Les Blackwood passèrent le reste de leurs jours à récurer les mêmes sols qu'ils possédaient autrefois. Un rappel vivant que le karma, comme l'hiver, arrive toujours finalement. Et quant à Kieran et Tessa, eh bien, disons simplement que la meute de Silver Creek n'a plus jamais eu un hiver froid. Si vous avez apprécié cette histoire de trahison, de justice et de romance, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Commentez ci-dessous. Qu'auriez-vous fait au Blackwood? Tessa était-elle trop clémente? Je vous verrai dans la